Bonjour, nous croisons des migrants tous les jours dans la rue, dans les supermarchés. On en entend parler à la télévision, sur les réseaux sociaux, les politiques nous en parlent très régulièrement, mais nous avons très rarement l'occasion d'échanger directement avec eux. Eh bien, ce sera le cas aujourd'hui à Ytre. Le Villard prend l'air avec Fran Kourouma. Nous sommes sur le port de plaisance de Ytre. Dans ce cas, il fait, on va dire, le temps est, on va dire, incertain. On prend l'air aujourd'hui avec Fran Kourouma. Merci beaucoup, Fran, de prendre l'air avec nous aujourd'hui. Tu es là d'abord parce que tu vas faire un spectacle au Villard fin mai, début juin, un spectacle que tu as écrit sur ton parcours de réfugié. Donc on va parler un peu de ça aujourd'hui. Tu viens de Guinée, plus précisément de Conakry, qui est la capitale de la Guinée. Et tu as quitté ton pays en 2016. Tu avais 19 ans. Et tu as fait le périple, je vais dire, tristement classique du réfugié. C'est-à-dire tu as traversé 6 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye, l'Italie, la France, pour arriver en Belgique pour un parcours de 1 an. On a très rarement l'occasion de pouvoir échanger avec des personnes comme toi qui ont eu ce parcours. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour on quitte comme ça son pays et qu'on prend les risques que finalement tu vas prendre? D'abord, est-ce qu'on a conscience des risques qu'on va prendre? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus rester? D'abord, au tout début, après mes études, c'est comme on le dit souvent, même si on est dans le paradis, quand la vie d'une personne est menacée, on est obligé de quitter pour aller vers une autre ville ou un autre pays où on pourrait vivre en sécurité, mais surtout travailler pour ne pas vivre comme un parasite. Et voilà, après mes études, donc j'ai eu des problèmes avec les autorités et du coup j'ai décidé de quitter dans mon pays. Il y a les réalités du terrain. Pour tout début, je voudrais aller vers l'Algérie où je pouvais travailler parce qu'à la base, je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Mais une fois que j'ai quitté mon pays pour échapper à ce qui m'attendait, arrivé au Mali, d'abord l'autre réalité de la route que je devrais suivre, c'était de passer vers l'Azawad pour entrer vers l'Algérie. Mais en ce moment, avec le mouvement djihadiste, je ne pouvais pas passer vers là. Au lieu de passer vers l'Azawad, je suis passé maintenant vers le Niger pour rejoindre l'Algérie. Et arrivé aussi au Niger, une autre réalité nous attendait, celle des kidnappings des convois sur le désert. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué. Le convoi dans lequel tu étais a été kidnappé. À l'époque, les rois du désert prenaient des voitures et souvent tuaient les chauffeurs et des fois violaient les gens sur le désert. Parce que ce qui se passe sur le désert, c'est encore pire ce qui se passe dans la mer, mais ça ne se dit pas. Et donc, de là, moi j'ai continué vers la Libye parce que c'était la seule voie qui m'était ouverte. Je n'ai jamais pensé qu'au XXIe siècle, on puisse séquestrer les gens, esclavagiser les gens, leur maltraiter. Et ça, on a été victime. Donc la seule voie aussi qui m'était ouverte. Ça c'est un moment assez terrible dans ton livre, Oui. c'est le passage en Libye. Oui. C'est vrai qu'on a entendu parler ici de la réintroduction de l'esclavagisme en Libye. Toi, tu l'as vécu dans ta chair. Je l'ai vécu, j'ai été vendu à 3 reprises. J'ai racheté, c'est-à-dire pour me libérer, il fallait racheter cette liberté. J'ai travaillé des mois et des mois et finalement, à un moment donné, pour la 3e fois, je n'en pouvais plus. Mon ami Barry et moi, on a fui et nous sommes allés dans un autre campo où nous avons travaillé pour pouvoir traverser la Méditerranée, malgré les risques aussi sur cette Méditerranée. Donc tu as travaillé pour te racheter toi-même. Pour racheter, oui, cette liberté, parce qu'on était considérés comme des esclaves. Des fois, la soirée, on nous mettait des chaînes aux pieds et puis on nous mettait souvent dans les poulaillers pour pouvoir nous garder jusqu'au lendemain. Et chaque jour, nos bourreaux, ceux qui nous séquestraient, ils nous prenaient, ils nous envoyaient dans les chantiers où ils nous obligeaient à travailler toute la journée et que le soir, ils venaient nous chercher. Pour la première fois, après 9 mois de séquestration, après la prison, ce qui est encore grave, que j'oublie souvent de signaler, dans le livre d'ailleurs je signale cela, c'est que c'est dans les prisons
publiques, les prisons de l'État, quand on vient acheter les gens. Et ça m'a étonné. Parce que pour le premier cas, c'était les bandits. Nous étions dans un système mafieux. Et dans les mains de ces gens qui détiennent ce système mafieux-là, il y a des bandits. Donc, ces bandits-là, le plus souvent, travaillent avec les militaires, qui sont les gardes-côtes. Et voilà, en commun accord, souvent, quand les pirogues sont prises dans la mer, ces pirogues-là sont acheminées directement dans la prison. Et nous autres, nous sommes vendus dans ces prisons-là pour des fins, comme je viens de citer, d'esclavage. Et les femmes, de plus souvent, sont vendues aussi pour être maltraitées, violées à des répétitions. Certaines même sont tuées pour ne pas qu'elles dénoncent de quoi elles ont été victimes. Tu ne t'attendais évidemment pas à vivre des choses pareilles sur le chemin. Pas du tout, pas du tout. C'est ce que je dis souvent. Tout ne se dit pas sur les médias. Souvent, quand vous voyez que quelque chose est dénoncé dans les médias, c'est que ça a touché les politiques. Pourquoi attendre les gens? Pourquoi attendre que les gens meurent dans la Méditerranée, qu'on prenne des photos? Parce que cette Méditerranée, elle est tellement surveillée par des drones. À un moment donné, on se demandait même, c'est plus surveillé que la Maison Blanche, et qu'on attend alors que les gens meurent, qu'on prenne ces photos-là pour en faire des propagandes, afin de prouver à l'opinion mondiale que les gens meurent là, pour que l'Union européenne envoie de l'argent encore, qu'ils continuent encore, voilà, à faire marcher leur système mafieux. C'est comme dans la prison. On nous fait comprendre que, voilà, quand les journalistes viennent, il faut dire la vérité des geôliers. La vérité des geôliers, c'est quoi? On est bien traité, tout se passe bien, afin qu'ils continuent encore cette maltraitance, soi-disant, de lutter contre les flux migratoires, ce qui est archi faux. Dans ton livre, tu as une phrase où tu dis pour la majorité des personnes qui nous croisent, nous les migrants, nous sommes sans valeur, sans importance. Une fois que tu as réussi à racheter ta liberté en Libye, c'est à ce moment-là que tu as traversé la Méditerranée pour arriver à ce moment-là en Italie. Je te propose qu'on continue cette conversation un peu plus loin, ici à Ypres. D'accord. Ça va? D'accord. Nous sommes à Ypres, le Villard prend l'air avec Fran Kourouma, réfugié guinéen avec lequel on partage le témoignage. Ici on est à l'ancien centre géographique de la Belgique, mais ce n'est plus le cas parce que la géographie de la Belgique a bougé depuis. Et juste en face du théâtre de la Valette où tu as joué la saison dernière, le spectacle Notre Soleil qui sera au Villard fin mai, donc du 30 mai au 2 juin prochain. Tu nous as un peu raconté le parcours que tu as vécu au niveau de l'Afrique, et puis jusqu'en Libye. Et puis là, en Libye, tu nous as aussi raconté un peu ce qui t'est arrivé là. Et puis, tu as dû traverser la Méditerranée. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Une traversée très affreuse, parce que d'abord, après 10 heures de navigation, notre pirogue s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de carburant. Et du coup, on était perdu en pleine mer. Il n'y avait pas d'autres bateaux de sauvetage. Et personne ne pensait maintenant, voilà, si on va vraiment survivre. On a essayé, certains ont essayé de nous persuader qu'on devrait se retourner, ce qui n'est pas le cas de certains. On a décidé de mourir là que de retourner, parce qu'au moins, si on meurt sur les eaux internationales, nos corps peuvent être identifiés et après, nos parents sauront que nous sommes morts. C'est mieux pour nous de mourir là que d'aller mourir dans les eaux libyennes où on allait nous mettre dans une fosse commune. Donc, on est resté dans cet état et quelques moments après, on a vu un bateau et ce bateau est venu nous sauver. Nous avons débarqué au port de Siracusa en Italie. Et de là, pour un premier temps, j'ai été envoyé à Lecce, dans un centre appelé Wichita, où j'ai été même le 10 novembre passé pour un spectacle, parce que mon ancien directeur le voudrait. Donc ça a été un bon moment pour moi de retrouver les amis, de retrouver aussi mes anciens encadreurs. Et c'est de là, après quelques temps, je suis revenu à Rome. Et de là, suite à un autre petit problème, là, je suis venu vers la Belgique. Dans ton livre Notre Soleil, tu dis à un moment donné, la vie en Europe sans papier, sans parents,
C'est côtoyer jour après jour le stress et le chagrin comme seul compagnon de misère, même en Europe. En Europe encore, ici, on ne nous bastonne pas avec les bois, mais le traitement ici, qui est inhumaine, elle est purement psychologique. La première désillusion, c'est la procédure de demande d'asile. L'étonnement de tout ce qu'on nous dit, de tout ce qu'on nous chante en Afrique par rapport à l'Europe. Une fois dans cette procédure, pour mon cas, j'étais au Petit Château, je ne pensais pas du tout qu'au XXIe siècle, ici en Europe, qu'on pouvait traiter les gens de la sorte. Et ce qui est grave encore, dans la rue, tout ce que nous, les migrants, on a besoin c'est-à-dire qu'on nous accorde notre humanité. Oui, mais surtout les autorités, la façon dont est organisé l'accueil des migrants. Donc toi, tu arrives finalement en Belgique, et puis là, tu vas quand même pas être très très bien reçu. Cette attente longue de la procédure de demande d'asile, c'est une torture. Parce que pendant combien de mois on vit dans l'instabilité, dans la tête, ils disent souvent les centres fermés. C'est une façon de camoufler ce mot prison, mais c'est la prison. Certains mêmes centres sont pires que certaines prisons et c'est la réalité des faits. Mais pour ne pas que ce mot-là, vu que ça choque dans les oreilles des gens, on préfère dire centre. C'est ça. Et c'était ça notre quotidien en fait, dans cette vie de forçat. Mais donc tu arrives, il y a une obligation quand même de la part de l'État belge de loger. Normalement, les personnes qui sont en demande d'asile, ça n'a pas été le cas pour toi. On se pose la question, comment ils sont logés? Moi, j'ai eu le malheur qui était que je venais de l'Italie. On n'en a rien à foutre de tout ce que l'on a vécu de ton pays, de la route, tout. On suppose que l'intéressé devrait être retourné en Italie. C'est là où son dossier doit être traité. Donc, ma procédure de Dublin n'a pas marché. Et un jour, on m'a fait, en plein hiver, c'était le début hiver, on m'a cherché du centre. Je me suis retrouvé sans abri. Et durant des mois aussi, j'irais dans les villes. Donc tu étais sans abri en Belgique? En Belgique, oui. Pendant combien de temps? À Bruxelles, disons 6 mois et quelques, parce que c'était tout au long du mois d'hiver, du moment d'hiver, voilà. Et après l'hiver, c'est vers l'été que j'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes Flamands, qui sont aussi des comédiens, qui m'ont hébergé chez eux. Et c'est grâce à eux que j'ai d'abord rencontré Anne de Globaroma, où une autre histoire a commencé. Et à travers ces mêmes jeunes, j'ai repris ma procédure de demande d'asile. Le Dublin a été cassé et j'ai bénéficié du titre de séjour fin 2018. On va un petit peu parler dans la suite de la dimension écriture de tout ça, puisque tu as écrit en fait tout ce qui t'est arrivé au fur et à mesure de ton parcours. Mais on en parle un petit peu plus loin ici dans notre balade à Ypres. Ça va? D'accord. Nous sommes à Ypres et Le Villard prend l'air avec Fran Kourouma qui nous raconte un peu son parcours de réfugié. Ici, nous sommes dans une petite rue en face du bar de jazz Heptone, du pianiste de jazz Olivier Collet, qui est un pianiste très connu, pianiste belge très connu, qui habite juste ici. Nous sommes ensemble ici aujourd'hui et c'est ce qui fait aussi que tu as fait un spectacle et c'est ce qui fait aussi que tu as écrit un livre. C'est que pendant tout ce parcours, en fait, tu avais ton téléphone portable et que tu as écrit une sorte de journal de tout ce qui t'arrivait au fur et à mesure de ton périple. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin ou envie d'écrire tout ça? Ce qui m'a motivé d'abord, après tout ce périple, une fois en Belgique, l'étonnement, la désillusion, l'état dans lequel nous étions, les conditions bien sûr que nous étions à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de décrire quelque chose sur mon téléphone. Parce qu'en écoutant dans les deux sens, d'abord, en Afrique, ceux qui prétendent que l'Europe, c'est l'Eldorado, tout se gagne facilement, tout l'euro, l'argent en question, tout est facile à gagner. Et ici aussi, ceux qui prétendent que nous prenions des bateaux, nous venons facilement en Europe. Je me suis décidé, c'est-à-dire j'ai décidé, pourquoi ne pas parler de notre vie? Parce que si on ne sait pas quelque chose, c'est-à-dire on accuse sans se rendre compte de ce qu'on dit. Donc j'ai décidé d'écrire
Au tout début, pour moi, c'était vraiment thérapeute parce que j'écrivais sur mon téléphone chaque nuit, chaque fois que je n'avais pas envie de dormir, j'avais des problèmes de sommeil, donc je me mettais à écrire sur mon téléphone au fur et à mesure. Et j'ai continué quand je suis devenu sans-abri. Mais un jour, je me suis vu avec 800 pages sur mon téléphone. Et de là, maintenant, j'ai pensé un jour, pourquoi ne pas en faire un livre? Et pour un premier temps, j'ai eu la chance de rencontrer Anne de Globaroma, qui m'a permis d'avoir accès à un ordinateur. Je l'ai retravaillé. Et à plusieurs reprises, je venais vers elle, elle me disait c'est trop, il faut diminuer. Arrivé à 400 pages, j'ai dit que là, ici, je ne bouge pas. Et du coup, on a fait un écrit qu'on a envoyé sur la plateforme citoyenne pour un atelier d'écriture. Et à partir de là, il y a eu des gens, 200 personnes qui ont répondu. Parmi ces 200 personnes, il y a eu 70 personnes qui ont décidé de me rencontrer. Et parmi ces 70 personnes, c'est là où j'ai rencontré ma chevalière blanche, Sandra Rako. Parce que le jour de l'entretien, beaucoup de gens nous proposaient beaucoup de choses, mais elle a vu la nécessité d'abord d'en faire une lecture spectacle. Donc, mais on l'avait pris pour une folle parce que ce jour-là, moi, je n'avais aucune formation en la matière, aucune formation. Et puis, j'avais même peur d'apparaître devant les gens pour dire quoi que ce soit. Mais toutes les promesses qu'elle m'a faites ce jour-là, elle les a tenues. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'au là où nous sommes actuellement là. Et ben, dans la suite de la balade, on va reparler de Sandra, puisque c'est aussi avec elle que tu as fait le spectacle, Oui. Notre Soleil, du nom d'ailleurs du livre hein, Oui, que tu as écrit. Et donc, on va peut-être parler un petit peu de ce travail très particulier, puisque tu l'as dit, tu es ingénieur. Oui. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves sur les planches des théâtres. Donc, on va reparler de ça un petit peu plus loin, si ça te va. D'accord. Le Villard prend l'air aujourd'hui à Ytre avec Fran Kourouma et nous terminons cette balade dans un endroit incroyable, hein, assez original, l'église Sainte-Lugarde qui a été aménagée en gîte. Et donc ici on est vraiment dans le cœur de l'église pour terminer cette balade. On a parlé un peu du travail d'écriture que tu avais fait sur ton parcours de réfugié. Et puis, tu as parlé de cette rencontre avec Sandra Rako, sur laquelle on va revenir. Donc, tu as rencontré Sandra lors d'un atelier théâtral, c'est ça, qu'elle donnait? Pour un premier temps, c'est à Globaroma que je l'ai rencontré quand on avait lancé l'appel sur la plateforme citoyenne. Et les gens qui se sont présentés, elle était parmi ces gens-là. Et c'est là, au cours de cette réunion, qu'elle nous a proposé une lecture spectacle. Pour nous, c'était impossible, vu que je n'ai pas la formation, tout. Mais au fur du temps, parce qu'on a commencé à travailler, malgré toute cette vie, toute ma condition de vie que je menais à l'époque, avec les stress quotidiens, les soucis, tout. Laure Châtier nous a rejoints et Boris plus tard. Et avec toute cette personne-là, nous avons essayé, pour un premier temps, d'abord travailler sur la lecture spectacle et qui a eu lieu au théâtre Mercedus. Donc, lecture-spectacle à partir de ton texte, oui, de Notre Soleil. De Notre Soleil. C'est important, tu cites Annette Brodcom et Christophe Herrada, qui ont aussi leur compagnie d'ailleurs en Brabant Wallon, et qui ont permis au spectacle de se faire, qui ont coproduit le spectacle, qui ont permis qu'il se produise. Annette Brodcom, c'est comme le baobab de la structure. C'est voilà, nous tous, quand elle nous prodigue toujours des bons conseils. Elle nous accompagne et elle fait plein de choses aussi pour que voilà, les choses puissent aller à l'avant. Parce que c'est à partir de cette lecture spectacle, les 50 pages obtenues, que nous avons aussi essayé de retravailler pour rencontrer la maison d'édition. C'est à partir de là aussi que le livre est né. Oui, mais donc tu es devenu acteur, en quelque sorte. Comme ici, notre discussion où on parle un petit peu à bâton rompu, là, ce n'est pas le cas. C'est écrit, tu as étudié ton propre texte, il y a même une scénographie, et donc tu es devenu acteur, et un acteur
qui joue énormément, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, tu as joué à La Valette, tu as joué dans des tas de salles différentes. Tu as combien de représentations là maintenant? Tu sais à peu près? C'est trop. Mais beaucoup de représentations sur quelques années. Donc, comment tu vis ça? Comment tu vis ça, le fait d'être devenu en fait acteur de ce spectacle? Je ne me vois pas beaucoup acteur en la matière, mais je remercie tout simplement toutes ces personnes-là, surtout Sandra, qui m'accompagne. Qui met en scène le spectacle aussi, qui t'a aidé à faire l'adaptation. Beaucoup de choses qui tournent autour. Et à chaque représentation, quand je rentre chez moi, je dors très bien. Parce qu'à vrai dire, mon histoire, mon vécu se passe, c'est-à-dire ce passé me rattrape à chaque fois. Mais au fur et à mesure que je parle avec les gens, j'échange avec les gens, c'est vraiment thérapeute pour moi. Et ça m'aide beaucoup dans ma vie à oublier, à laisser ce passé-là. Et surtout aussi, à chaque fois que je rencontre d'autres personnes, je sens qu'il y a du travail encore à faire. Il faut continuer encore à passer ce message-là. J'imagine que c'est comme ça tous les soirs. Aussi, tu disais tout à l'heure, quand on est arrivé ici à Ytre, que tu travailles en fait à Ytre, oui. Dans une institution oui. pour les handicapés. Oui. Voilà, donc tu as un job, tu vis maintenant à Bruxelles avec ta famille, parce que tu es très jeune, tu as 27 ans, mais tu as quand même déjà 2 enfants. Oui. Et tu as une femme avec qui tu vis, etc. Donc là, tu as dit que tu avais un permis de séjour, mais tout n'est pas encore gagné pour toi, puisque ce permis de séjour doit être renouvelé, et ce n'est pas du tout gagné, puisque tu l'avais obtenu en 2018. Maintenant, nous sommes en 2023. Il y a une nouvelle demande, mais malgré tout ton parcours et malgré tout ce que tu as pu démontrer, on se rend compte que même là, il y a quand même toujours un stress par rapport à ça, il y a une incertitude par rapport à ça, pour toi et même pour ta famille quand même. Oui, tout à fait, c'est aussi une autre vie. Et cette fois-ci, ce qui est grave, c'est que je ne suis plus seul, je suis avec toute la famille. Et cette nouvelle vie que je mène actuellement, je pensais qu'elle était déjà derrière moi avec mon passé, surtout le jour que j'ai eu ce travail, ce contrat, c'est-à-dire... je me suis dit qu'enfin, j'ai retrouvé cette vie de paix que je rêve beaucoup plus longtemps. Mais je me suis retrouvé dans une nouvelle procédure qui, je pense, dans les jours à venir, je ne souhaite pas le pire. Mais j'espère qu'on ne va pas arriver là. Mais pour le moment, on est dans les mêmes réalités qu'avant, cette attente longue pour connaître la suite de cette procédure. Oui, donc toi, tu aspires en fait à une certaine sérénité, à pouvoir travailler et vivre avec ta famille, voilà, comme tu le fais. Et maintenant, tu es quand même fort intégré à la fois dans la vie professionnelle, mais aussi même dans la vie artistique maintenant de notre fédération. Bon, merci beaucoup, Fran. C'est moi qui vous remercie. Pour cette balade, c'était un plaisir de se balader avec toi ici à Ytre. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt au Villard, au Studio 12, du 30 mai au 2 juin pour Notre Soleil. Merci.